Il y a différents types de gras. Tous les gras n'ont pas les mêmes molécules et ils n'ont pas tous les mêmes rôles dans le corps humain. Le sel est utile, mais point trop n'en faut, parce que en excès, c'est un ennemi pour le système cardiovasculaire. Tout produit sucré doit avoir son mode d'emploi. C'est la dose qu'il faut contrôler, c'est là qu'il faut avoir ses repères. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et vous le savez, la santé est dans l'assiette. On va en parler ce matin avec mon invité, le docteur Laurence Plumet. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes également professeur de nutrition et vous êtes fondatrice de EPM Nutrition, l'école de nutrition et de napsothérapie. Et vous avez publié un livre qui fait date, qui s'appelle Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. On a longtemps cru qu'on était gras parce qu'on mangeait du gras. Oui, oui, bien sûr, les gens font des raccourcis, parce que ça paraît logique, mais ça ne l'est pas. Et que le gras qu'on mangeait allait directement dans nos poignées d'amour. Oui, c'était un gros amalgame. Oui, parce que c'est oublié qu'il y a un foie entre les deux, et entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans les organes, il y a un intermédiaire qui s'appelle le foie. Il y a la digestion, l'absorption, le passage dans le sang, et c'est le foie qui va réguler tout ça, comme une usine. Et puis ensuite, il y a les cellules qui vont capter ou pas capter selon ce que fait la personne. Si elle est en train de bouger, les cellules ne captent pas parce que les calories qu'on a mangées vont être utilisées au service de l'effort physique. Et puis si par contre on est dans son canapé, si on mange à ce moment-là du gras et du sucre, c'est sûr que ça passe par le foie. Ensuite, ça stimule le pancréas qui sécrète de l'insuline et qui fait rentrer tout ce petit monde dans les cellules adipeuses. C'est l'alliance des deux, le gras et le sucre. Tout à fait. Mais il y a encore cet amalgame important entre graisse alimentaire et graisse corporelle. On continue à faire. Exactement comme avec le cholestérol. Pendant très longtemps, on a accusé les œufs au motif qu'ils sont riches en cholestérol, de faire monter le taux de cholestérol sanguin. C'est faux, parce que le cholestérol des œufs, il est digéré, absorbé, il va dans le foie, et c'est le foie qui va réguler la sortie de cholestérol dans le sang. Est-ce qu'on peut dire que l'excès de sucre fait plus grossière que l'excès de gras ? Non. 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 C'est pareil. Oui, c'est pareil. Je vais vous dire, tous les excès, finalement, ne sont pas bons pour la santé. Par contre, juste ce qu'il faut de sucre, juste ce qu'il faut de gras, c'est très bien. Il ne faut pas diaboliser non plus. Le sucre ne fait pas grossir, c'est la quantité de sucre que l'on mange par rapport au niveau d'activité physique que l'on a qui fait grossir. Si vous prenez par exemple un sportif de haut niveau, quelqu'un qui fait 2 ou 3 heures de sport tous les jours, il peut se taper 10 morceaux de sucre par jour, il ne va pas grossir, puisque ce sucre est entièrement transformé en énergie dans son corps au service du sport qu'il fait. Par contre, la même quantité de sucre chez quelqu'un qui est sédentaire, c'est évident que là, il explose. Sucre, gras et sel, ce que contiennent vraiment nos aliments, c'est pas parce qu'un aliment a comme goût salé qu'il n'y a pas de sucre dedans, en fait. Qui n'a pas goût sucré, vous voulez dire ? Non. C'est pas parce qu'un aliment n'a pas un goût salé qu'il n'y a pas de sucre dedans. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, si on prend l'exemple, par exemple, d'une certaine fameuse sauce tomate, n'est-ce pas, qui a un goût sucré, elle apporte plus de sucre qu'on ne le pense, en fait. Et beaucoup de nos plats cuisinés qui sont a priori salés sont bardés de sucre. Oui, alors non, ça, franchement. Non, l'excès de sucre. Vous parlez de quoi ? Des 2 grammes de sucre qu'il y a dans la conserve de petits pois. Mais ça n'a pas d'incidence sur le poids. Pas que les moussaka, enfin plein de... Oui, mais non, c'est le vrai problème. Non. Le vrai problème au niveau de l'excès de sucre, ce sont les boissons sucrées. Là, il faut quand même savoir que des sodas au cola contiennent 20 morceaux de sucre au litre. Je rappelle qu'un corps humain a besoin d'un peu de sucre. Bon, les repères, c'est 5 à 6 morceaux de sucre par jour, à pas dépasser. Quand on boit une canette de soda au cola, on en a déjà 7. Quand on en boit 2 par jour, on en a donc 14. Quand on boit 1 litre d'eau aromatisée sucrée, une eau qui a un arôme, par exemple, et dans laquelle l'industriel a mis du sucre. Donc c'est plus de l'eau. Non, ça ne devrait pas exister, ça. On considère plus que c'est de l'eau, alors. Non, c'est une eau sucrée, si vous voulez. Arôme citron vert, arôme fraise, arôme fruit de la passion. Alors, ça peut n'être qu'un arôme. Il faut regarder les étiquettes de ce qu'on achète. Si sur la bouteille d'eau, vous avez envie, par exemple, vous dites « Oh, mais moi, j'aime pas boire de l'eau comme ça, j'ai besoin d'une eau qui a du goût. » Vous allez choisir une bouteille d'eau arôme fraise.
Très bien, vous regardez l'étiquette. Regardez ingrédients. Si c'est eau, arôme, tout va bien. Si c'est eau, arôme et édulcorant, bon, pas de problème pour la santé. C'est un choix qu'on peut faire. Ça va aussi. Si c'est eau, arôme et sucre, à ce moment-là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que quand vous regardez le tableau nutritionnel qui figure sur ces bouteilles d'eau, les gens vont vous dire « Oui, j'ai bien vu qu'il y avait un petit peu de sucre dans les ingrédients. Mais quand je regarde le tableau, je vois que c'est juste 5 grammes. Hein, dans la ligne sucre simple, juste 5 grammes. Pour... Simplement, attention, le piège, c'est que c'est 5 grammes pour 100 millilitres. Or, quand on en boit 1 litre, les 5 grammes passent à 50. Voilà. Et comme le morceau de sucre pèse 5 grammes, ça fait donc 10 morceaux de sucre au litre. Donc cette personne à qui on a dit buvez 1,5 litre d'eau par jour, qui se tape 1,5 litre d'eau à la fraise ou aux fruits de la passion, eh bien elle va se prendre 15 morceaux de sucre dans la vue sans s'en douter. Vous voyez ? Donc il faut toujours regarder les étiquettes parce que quand les eaux sont aromatisées, il y en a qui n'ont pas de sucre, mais il y en a qui en ont. Et c'est ça qui est le piège. C'est à cause de ces produits-là, les boissons sucrées, donc les sodas et les eaux aromatisées sucrées. C'est aussi la faute des biscuits, des gâteaux, du chocolat, de la confiture, etc. Quand ils sont consommés en quantité excessive, car je n'ai rien contre ces produits, ils ont leur place dans une alimentation équilibrée, mais tout produit sucré doit avoir son mode d'emploi. Hein. C'est la dose qu'il faut contrôler, c'est là qu'il faut avoir ses repères. 2-3 biscuits l'après-midi en collation, pas de problème. La boîte entière, là, il y a problème. Yanis qui réalise cette émission, pour ne pas le nommer, qui commence la journée dès 9h du matin avec 1,5 litre. C'est 1,5 litre ça ouais, 1,5 litre d'une boisson a priori au citron, avec des bulles commercialisées par un grand colatier. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. S'étonne de ce que vous êtes en train de lire. Donc la bouteille mais la bouteille d'1,5 litre, donc ça lui fait même pas la matinée, puisque c'est ce qu'il boit pour se désaltérer. Ça veut dire que là, dans ce litre et demi de bouteille de Seven quelque chose, qu'est-ce qu'il prend comme quantité de sucre sans s'en douter ? Alors là, j'ai pas l'étiquette sous les yeux, mais en général, les boissons non, elle gazeuses... va pas prendre ton étiquette parce que tu es trop contagieux, toi. Oui. En général, les boissons qui sont gazéifiées, comme tous les sodas, qu'ils soient au cola ou autre chose, contiennent environ 20 morceaux de sucre au litre. Voilà, donc en buvant 1,5 litre, eh bien, il consomme 30 morceaux de sucre, ce qui est énorme. Donc, si il aime ce genre de boisson, il faut les prendre zéro, c'est-à-dire édulcorées. Et puis le mieux entre nous, c'est vraiment d'aller vers l'eau. C'est l'eau, la boisson de référence. C'est d'eau dont notre corps a besoin. Ça ne désaltère pas ce genre de boisson. Alors, il y a 2 fonctions. Il y a la désaltération et l'hydratation. Ce sont 2 notions différentes. Est-ce que ça hydrate alors, Laurence Plumet ? C'est du liquide, c'est de l'eau. Hein. Finalement, cette eau va finir par arriver aux cellules. Mais à quel prix ? Avec beaucoup de sucre. C'est pas acceptable. Il faut surtout pas se gaver de ça. Alors, un petit verre comme ça, quand il fait très chaud sous la tonnelle, je veux bien. Mais en faire sa boisson de référence et en boire 1,5 litre tous les jours, non. Tous les jours, on boit de l'eau. Point barre. Ça, c'est le matin. Hein, c'est au petit déjeuner. Non, mais on a toute une génération. On a toute une génération qui a été éduquée comme ça, qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait et qui va boire ça comme du petit lait. Tout à fait. 1,5 litre. Tout à fait. Et vous savez, je suis beaucoup d'enfants et d'adolescents en surpoids. Et quand je regarde les comportements de ces enfants, qui sont d'ailleurs éduqués d'une certaine façon en famille, je vois bien au niveau de la boisson. Autrefois, on ne buvait que de l'eau. Maintenant, le rayon des boissons s'est considérablement hypertrophié. C'est ringard de boire de l'eau, ça n'a pas de goût. Et donc, les industriels vous sortent des boissons qui, entre guillemets, ont enfin du goût. Sauf qu'ils rajoutent du sucre avec. Oui. C'est comme ça qu'on voit exploser l'obésité chez les enfants et les adolescents. Parce qu'ils boivent énormément de sucre, et ils ne bougent pas assez. Voilà. Ne vous laissez pas leurrer par toutes les appellations comme thé, par exemple. Oui, alors boissons à base de thé. Tout à fait. Les thés glacés sont très, très sucrés aussi. Le secret, il faut regarder sur l'étiquette ingrédients. Il ne doit pas y avoir le mot sucre dans une boisson que l'on boit régulièrement. Donc, déjà, alors, ni le mot sucre, ni le mot glucose, ni le mot fructose, tout ça, ça ne doit pas figurer dans la liste d'ingrédients. Et il faut regarder aussi le tableau des valeurs nutritionnelles. Et dans la ligne glucides, dont sucre, ça doit être 0. Voilà.
Et c'est pas parce que c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 qu'il faut se dire que c'est pas grand-chose, parce qu'en fait, ça n'est que pour 100 millilitres, c'est-à-dire un tout petit fond de verre. Et quand on en boit 1 litre, c'est 10 fois plus. Voilà. Ça, c'est important de le signaler. Alors, j'ai vu quand même que parmi les gâteaux, les petits beurres nantais trouvaient grâce à vos yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les petits beurres nantais? Mais parce que dans la catégorie des biscuits et gâteaux, vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs. Il y a ceux qui sont bien équilibrés entre petite quantité de sucre, petite quantité de beurre, ce qui est typique de ce type de gâteau, parce que j'ai pas à faire de publicité pour une marque précise. C'est moi qui le dis. Ouais, mais c'est vrai que vous les conseillez régulièrement. C'est peu gras, peu sucré, et c'est extrêmement rassasiant, et ça fait plaisir, parce qu'on a vraiment le sentiment de manger un biscuit. Et c'est vrai que l'après-midi, on a plutôt envie, plutôt que de se taper un yaourt et un fruit, on a plutôt envie de se faire plaisir avec son thé ou son café, de prendre 1 ou 2 petits biscuits. Bon, donc ça, pour moi, c'est le biscuit parfait. Ni trop gras, ni trop sucré. À l'inverse, vous avez des biscuits qui ne sont que sucrés. Par exemple, les barquettes confiturées sont très sucrées. Voilà. Vous avez quasiment, dans une barquette confiturée, vous avez l'équivalent d'1 morceau de sucre, vous voyez. Alors, quand vous avez un pochon de 6 petites barquettes confiturées, hier, j'avais une patiente diabétique, en plus, qui avait ça dans son sac, et elle me disait que l'après-midi, elle se tapait un pochon entier, 6 barquettes confiturées d'un coup, ça représentait 6 morceaux de sucre pour une personne diabétique. Elle ne se rendait absolument pas compte de la quantité de sucre qu'elle avalait. Et c'est ça, souvent, les gens n'ont pas de repères, mais on ne peut pas leur en vouloir. Les étiquettes sont souvent incompréhensibles. Donc en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans la ligne sucre simple, on a X grammes, et il faut avoir en tête que 1 morceau de sucre, ça fait 5 grammes. Donc quand c'est un produit sucré et qu'il y a par exemple à la portion, parce qu'il faut raisonner à la portion, pas toujours pour 100 grammes, c'est à la portion consommée, si vous avez 10 grammes, ça veut dire que dans votre portion, vous avez 2 morceaux de sucre. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc vous avez les biscuits qui sont très confiturés, donc très sucrés, et puis vous avez tous les biscuits au chocolat qui sont à la fois sucrés et très gras, puisque c'est du chocolat. Alors, le chocolat, petit aparté sur le chocolat, il y a différents types de chocolat. Il y a le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir. Chocolat blanc et chocolat au lait, alors tous ces chocolats, je le précise, sont tous aussi caloriques les uns que les autres. Ah, le chocolat noir n'est pas moins calorique que les autres. Il n'est pas moins calorique. D'accord. Alors, simplement, ils sont plus ou moins sucrés, plus ou moins gras. Le chocolat blanc et le chocolat au lait sont des chocolats qui sont très sucrés, d'ailleurs ça se sent au goût, alors que le chocolat noir a plus de 70% de cacao, est très concentré en cacao, d'ailleurs riche en antioxydants, les polyphénols du cacao. C'est d'ailleurs très bon de manger tous les jours 2, 3, 4 carrés de chocolat noir, au moins 70% de cacao, et c'est du gras. Il y a très peu de sucre là-dedans, d'ailleurs on le sent au goût, c'est assez amer, on sent que c'est pas sucré du tout. Vous passez d'un chocolat noir à un chocolat au lait, le chocolat au lait va vous donner l'impression que vous avalez du sucre. C'est souvent en faisant ces contrastes qu'on réalise combien un aliment est sucré. Voilà. Et donc, ce qui est amusant, c'est de voir qu'au fil de la vie, les goûts changent. Les enfants aiment chocolat au lait et chocolat blanc parce que c'est sucré, alors que les adultes vont plutôt aller vers le chocolat noir qui a un goût plus amer et qui est bien meilleur pour la santé. Ceci dit, rien n'est jamais perdu et l'éducation est importante. Si vous habituez un enfant pendant ses premières années de vie à manger régulièrement du chocolat noir, toute sa vie, il va aimer le chocolat noir, il n'aura pas envie de chocolat au lait. Donc, le comportement des parents joue un rôle majeur. Et si les parents habituent les enfants à remplacer l'eau par des boissons sucrées, c'est certain que le gamin, plus tard, ça fera un ado qui sera tout le temps avec ce type de boisson. Il y a une éducation. Mais bien sûr. Dans l'éducation, il y a aussi l'éducation au bien manger. Mais bien sûr. Et il ne faut pas penser que ce soit triste. Docteur Laurence Plumet est avec nous, médecin, nutritionniste, auteur de nombreux best-sellers sur la nutrition. Je rappelle que vous avez publié l'année dernière Le monde merveilleux du gras, sur l'histoire du gras aux éditions Erol, et un autre de vos best-sellers, Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes, vient de sortir en poche. Alors on va parler des graisses aujourd'hui. On parle du bon et du mauvais gras. Est-ce que ça a un sens de parler du bon et du mauvais gras? Finalement, le gras, c'est gras. Tout à fait. Mais il y a différents types de gras. Tous les gras n'ont pas les mêmes molécules et ils n'ont pas tous les mêmes rôles dans le corps humain. Par exemple, les graisses saturées, qui sont donc des molécules de gras qui n'ont pas de double liaison, elles ont surtout pour vocation à libérer de l'énergie. Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur une question de vocabulaire. Quand on parle de saturé, c'est quoi qui est saturé dans les graisses? Alors, ce qu'on appelle la graisse, ce sont des triglycérides. Alors, juste un petit peu de biochimie, mais simplement expliqué. Les triglycérides
qui sont donc à 99% les composants des gras que nous mangeons, du gras que nous mangeons. Triglycérides, c'est quoi ? C'est un tronc d'arbre avec des branches. Le tronc d'arbre, c'est une molécule de glycérol sur laquelle vont se brancher des acides gras. Et il y en a 3 par tronc de glycérol, d'où le terme de triglycérides. Ces acides gras sont des molécules d'atomes de carbone qui sont reliés entre eux par des liaisons. Quand ces liaisons sont simples, on va dire qu'il est saturé. Par contre, si dans cette molécule, à un moment, apparaît une ou plusieurs doubles liaisons, dans ce cas-là, la double liaison, c'est quoi ? C'est qu'on passe du simple fil tendu entre 2 atomes à un rail de chemin de fer. Là, c'est plus un fil, il y en a 2. Et comme il y en a 2, qu'on est sur un rail de chemin de fer entre 2 atomes, eh bien, la molécule peut tourner sur elle-même. Vous voyez ? Ça lui donne beaucoup plus de souplesse. Donc, elle peut commencer à rentrer dans la membrane des cellules, elle peut commencer à avoir un rôle sur le fonctionnement des cellules. Donc, quand on parle de graisse saturée, il n'y a pas de double liaison. Quand on parle de graisse monoinsaturée, comme les oméga 9, il y a mono en grec, c'est 1. Donc, il y a une double liaison dans la molécule. Et quand elle est située sur le 9e atome de carbone, on va parler d'oméga 9. Et ces oméga 9 sont particulièrement présents dans l'huile d'olive, qui est excellente en prévention des maladies cardiovasculaires parce qu'elle est vraiment le pilier de l'alimentation méditerranéenne. Ensuite, nous avons les polyinsaturés. Poly en grec, c'est plusieurs. Il y a plusieurs doubles liaisons. Si la première de ces doubles liaisons se trouve sur le 6e atome de carbone, nous allons parler des oméga 6, que l'on trouve surtout dans l'huile de tournesol et dans le maïs, dans l'huile de maïs. Et donc, ces oméga 6, il en faut, mais point trop, car ils ont plutôt des fonctions pro-inflammatoires. Enfin, toujours dans cette famille des polyinsaturés, si la première des 3, 4 ou 5 doubles liaisons se trouve sur le 3e atome de carbone, on va parler des oméga 3. Les fameux oméga 3, qui sont une vaste famille, qui sont très bons pour la santé, avec le chef de file, le père, donc qui est l'acide alpha-linolénique qui est présent dans l'huile de colza, ou de lin, ou de cameline, ou de noix, et puis les dérivés, donc les enfants, qui sont des molécules encore plus longues et encore plus riches en double liaison, dont le fameux EPA et DHA, dont on parle beaucoup, et qui sont très utiles pour le cerveau, et plein d'autres fonctions, en particulier au niveau du fonctionnement du cœur. Parce que le cerveau est gras, et il aime le gras, il se nourrit de gras. Absolument. Alors, on est parti de ces fameux acides gras saturés, donc ça c'est ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Alors, les mauvaises graisses, quand elles sont consommées en quantité excessive, parce que n'oublions pas qu'on parle de bonnes et mauvaises, parle de bonnes et mauvaises graisses aujourd'hui. Oui, mais c'est une erreur de langage. C'est faire référence aux excès. Ce qui est bon en petite quantité peut devenir mauvais en grande quantité. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, en fait, nous avons besoin, nous les femmes, 80 grammes de lipides par jour, totaux, et vous les hommes, plutôt 100 grammes de lipides par jour. Sur ces 80 à 100 grammes, il y en a 25% prévus sous forme de graisse saturée pour l'énergie qu'ils nous apportent. Donc on en a besoin. On en a besoin sous forme de beurre, sous forme de crème, ou le gras un peu de la viande. Quand on mange une entrecôte, il y a un peu de gras dedans, c'est de la graisse saturée, ou la graisse saturée du fromage, une part par jour. Bref, on en a besoin. Les chips, c'est des graisses saturées? Oui, ce sont des graisses saturées. On a besoin des chips? Non, non, mais votre remarque est très intéressante. Parce que j'ai vu que c'était dans la famille des graisses saturées. Donc... Oui, mais vous voyez, quand on mange des chips, on mange que du gras et rien d'autre. C'est un peu ballot. Alors que quand on mange une part de fromage, on a bien sûr du gras, mais on a aussi des protéines, on a aussi du calcium, on a plein de vitamines. Donc l'intérêt, quand on mange du gras, c'est de manger plein de choses avec. Si c'est pour avoir de la calorie vide, ça n'a aucun intérêt. C'est même pas bon. Donc, on a besoin tous les jours de 25 grammes de gras saturés. Oui, c'est 25% de nos graisses sous forme saturée. D'où la recommandation de consommer à peu près 20 grammes de beurre par jour. Vous savez, les petites plaquettes de 10 grammes, ça en fait 2 par jour. Ouais. On en met une sur le pain le matin au petit déjeuner et une autre sur les pâtes, sur le riz. Voilà. Voilà, juste ce qu'il faut. Ça, c'est très bien. Voilà. Bon, ça, c'est pour les saturés. Monoinsaturés oméga 9. Là, c'est la moitié des lipides de la journée. Donc, à peu près 40 à 50 grammes d'oméga 9 par jour qui vont être apportés en partie par l'huile d'olive. Alors,
ceux qui nous écoutent connaissent bien l'huile d'olive. Et j'en connais beaucoup aussi qui mangent même l'huile d'olive le matin sur le pain, qui remplace le beurre par l'huile d'olive sur le pain le matin et l'après-midi. C'est juste magnifique. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Une très bonne huile d'olive, c'est sublime. C'est riche en oméga 9. Alors attention, c'est pas parce que le gras de l'huile d'olive est très bon pour la santé, en prévention des maladies cardiovasculaires, qu'il faut pour autant s'en gaver, car n'oublions pas que quelle que soit l'huile, elle est toujours aussi calorique. C'est-à-dire qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 100 calories. C'est la même chose qu'une cuillère à soupe d'huile d'arachide. Toutes les huiles apportent le même nombre de calories. Par contre, elles n'ont pas le même effet sur notre santé. Et donc cette fameuse huile d'olive, banco pour 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Voilà, ça c'est bien. Tout compris, hein, voilà. Oui, à cuire ou à mettre dans les salades. Très bien. Donc l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Quand même 200 calories, si on vous écoute, c'est quand même beaucoup 200 calories. Oui, mais ce sont des calories utiles. D'accord. Hein, il faut bien que nos 2000 calories pour nous les femmes et vos 2500 calories par jour pour vous les hommes, il faut bien que ça vienne de quelque part. Tout ça est contrôlé. Ça, oméga 9. Oméga 9. D'accord. Et maintenant, les oméga 3, il reste encore 25% sous forme d'oméga 3, enfin d'oméga 6 et d'oméga 3. Oméga 6, huile de tournesol, on n'en abuse pas. On l'utilise peut-être pour cuire le steak dans la poêle, mais ce n'est pas une huile très très intéressante puisqu'elle est surtout riche en oméga 6 et qu'il ne faut pas en abuser. Par contre, les oméga 3, nous en manquons cruellement. Il faut savoir qu'un adulte a besoin de 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour. Nous n'en sommes qu'à 1 gramme. Pourquoi? Parce que les gens ne consomment pas assez d'huile de colza ou d'huile de noix. Parce que les gens ne consomment pas assez de poissons gras qui sont très riches en oméga 3. Donc pour ces deux raisons, l'apport d'oméga 3 est insuffisant en France. Donc je milite pour réintroduire l'huile de colza ou l'huile de noix dans la vinaigrette, au moins 1 cuillère à soupe par jour. Et je milite aussi pour qu'il y ait beaucoup plus de poissons gras dans l'assiette, à raison, disons, d'environ 2 à 3 fois par semaine. J'entends par poisson gras, saumon, hareng, maquereau, sardines. Frais, surgelés ou en conserve, peu importe. Ça n'influence pas la nature et la teneur en oméga 3 de ces poissons. Et en plus, ils apportent de la vitamine D, dont tout le monde manque. Donc, banco, on a vraiment tout intérêt de manger ces poissons. Parmi les bons gras, on cite toujours en exemple l'avocat. Oui, alors l'avocat est riche en oméga 9. Pourquoi pas? Alors, moi, mon petit conseil, quand on mange de l'avocat, il ne faut pas rajouter de la mayonnaise dedans, parce qu'il est déjà gras et on rajoute encore du gras. Par contre, moi, ce que je recommande dans l'avocat, c'est de mettre du jus de citron et une petite pincée de sel de Guérande, et c'est absolument délicieux. Vous voyez, je ne rajoute pas de gras, puisque l'avocat en contient déjà. Voilà. Alors, là où les gens ne font pas bien en France, il n'y a pas assez d'oméga 3. Bon, donc, allez, huile de colza et poisson gras. Il y a trop de graisses saturées. Alors, pourquoi est-ce que nous mangeons trop de graisses saturées? Parce que les gens, d'abord, mangent trop de fromage. Normalement, c'est 1 part par jour. Alors, en France, on aime bien le fromage. Le fromage, c'est graisse saturée. Oui, c'est graisse saturée. Mais encore une fois, les saturés, on en a besoin. Donc, ce sont des bonnes graisses dans le fromage. 25% à condition de nos graisses de la journée. Tout à fait. Donc, elles sont très bonnes, les graisses du fromage. Et 1 part par jour, c'est très bien. 2, 3, 4, ça, c'est beaucoup trop. Vous voyez? Donc, alors, on peut monter jusqu'à 2 parts de fromage. C'est vrai qu'en France, on a des fromages exceptionnels. Donc, il faut en manger. Ça, alors, moi, je suis la première. J'adore le fromage. Et je vois trop de gens qui manquent de calcium parce qu'ils ne mangent pas de fromage. Donc, il faut savourer tous ces fromages et se contenter d'1 part ou 2. Voilà, maximum. Et si on aime beaucoup le fromage et qu'on en mange plus que de raison, il faut se dire quand même que il faut réaliser que la part de fromage, c'est l'équivalent d'une petite plaquette de beurre de 10 grammes. Vous voyez? Donc, oui, c'est très gras, mais c'est très utile. Protéines, calcium, phosphore, vitamines, c'est excellent pour la santé. Donc, si je suis en face de quelqu'un qui adore le fromage, qui en mange le matin sur son pain au petit déjeuner, qui adore en reprendre encore à midi, je lui dis d'accord. Mais si vous mettez le fromage sur le pain le matin, vous ne mettez pas le beurre. Vous voyez, comme ça, on n'est pas en excès de gras. La personne aura remplacé le beurre par le fromage. Vous voyez? Et dans ce cas-là, sur la journée, on arrive à réguler le gras. De la même façon, si j'ai quelqu'un qui n'aime pas le beurre, mais qui adore l'huile, qui ne consomme pratiquement pas de beurre dans la journée, eh bien, on peut passer des 2 cuillères à soupe d'huile dans la journée à 3 ou 4, parce qu'il n'y aura pas eu de beurre à côté. Donc, vous voyez, la nutrition, c'est tout un art.
et c'est la raison pour laquelle j'écris tous ces livres pour transmettre ces connaissances à nos auditeurs et aux autres, c'est qu'on peut jouer sur les équivalences. Voilà. Hein. Et ce qui n'est pas bon, c'est d'être en excès de tout. Mais si on mange plus de quelque chose et qu'on diminue par ailleurs une autre famille d'aliments, et au total, on peut très bien ne pas être dans l'excès, ni de gras, ni de sucre. Alors, il y a une famille de gras dont on n'a pas encore parlé et dont il faut se méfier, ce sont les gras trans. Oui. Alors, moi, je trouve qu'on en fait tout un pataquès pour pas grand-chose. Les acides gras trans, c'est quoi? Ce sont des graisses polyinsaturées qui, lors du process industriel de transformation et de cuisson de l'aliment, se sont transformées pour adopter une forme moléculaire qui font que dans l'organisme, ils perdent leurs avantages de graisses insaturées pour revenir vers l'inconvénient des graisses saturées quand elles sont en excès. Donc à un moment donné, quand on faisait des margarines, les fabricants de beurre accusaient les margariniers, c'était la guerre à cette époque-là, en disant ce ne sont pas des bons produits, ils transforment les huiles liquides en matière grasse solide, ça fait de l'hydrogénation, c'est bourré d'acides gras saturés. Bon, il y en avait un peu, c'est vrai, à l'époque, mais juste un peu. Les margariniers ont compris, ils ont fait évoluer leur process industriel, maintenant, il n'y a plus du tout d'acides gras trans dans les margarines. Bon, alors il y en a un tout petit peu dans certains biscuits, certains gâteaux, puisqu'il y a de la chaleur, il y a de la cuisson, mais il y en a vraiment très dans les céréales très peu. Du matin aussi. Bon, non, voilà, non, c'est vraiment infime. Le vrai problème n'est vraiment pas là. Non, pour moi, c'est un faux débat. Alors, ceci dit, il y en avait beaucoup plus autrefois, on en a parlé, et les industriels ont fait en sorte... comme souvent. Exactement. Donc maintenant, il y en a vraiment très peu. Le vrai problème, ce sont les gens qui mangent trop gras, trop sucré et qui ne bougent pas assez. Voilà. C'est surtout ça. Avec Laurence Plumet, qui est notre invité ce matin, médecin nutritionniste, sucre, gras et sel, ce que contiennent vraiment nos aliments. C'est vrai qu'on parle moins du sel, puisqu'on a toujours l'impression que l'ennemi, c'est le sucre ou le gras. Oui, et pourtant... Et pas le sel. Voilà. Alors, le sel est utile, mais point trop n'en faut, parce qu'en excès, c'est un ennemi pour le système cardiovasculaire. Il faut comprendre que le sel, c'est un mélange de chlorure et de sodium. C'est du chlorure de sodium. Quand nous mangeons du sel, le sodium passe dans le sang et le sodium, il attire l'eau. Quand il y a trop de sodium dans le sang, ça fait une inflation hydrique dans le sang, donc ça augmente la pression au niveau des artères. Et ça augmente donc la pression artérielle et ça augmente donc le risque d'hypertension artérielle. D'ailleurs, on le voit très nettement, les études épidémiologiques montrent que dans les pays où on mange trop salé, c'est là qu'il y a le plus de cas d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Donc le sel, oui, mais c'est toujours pareil, en quantité contrôlée. Alors quelle est la bonne quantité? Ni trop, ni trop peu. On recommande de ne pas dépasser à peu près 6 grammes de sel par jour. Alors, quand on dit 6 grammes de sel par jour... Oui, parce que la plupart de ceux qui nous écoutent ne savent pas du tout à quoi ça correspond, 6 grammes de sel par jour. Absolument. Ouais. Alors, 6 grammes de sel, ça comprend déjà le sel présent dans les aliments. Il faut savoir que quand vous mangez du pain, il y a du sel dans la recette du pain. Un pain sans sel, c'est dégoûtant. Dans une baguette, il y a pratiquement 3 grammes de sel, une baguette entière. Une femme, dans une alimentation équilibrée, ne devrait pas dépasser à peu près une demi-baguette. Donc, elle est déjà à 1,5 g de sel. Et un homme, dans une alimentation équilibrée, peut tout à fait manger une baguette entière à répartir au petit-déj, au déjeuner et le soir. Ce qui fait 250 grammes par jour. Ça fait 250 grammes par jour, mais ça fait partie. Ouais. Il lui faut ses 2500 calories par jour, donc la baguette, elle y va. Bon, ça lui fait 3 grammes de sel, vous voyez, ça va vite. Bon, le fromage, le sel fait partie de la recette du fromage. Quand vous mangez une part de fromage, vous avez, selon les fromages, si c'est du chèvre frais ou du gruyère, qui sont des fromages peu salés, vous êtes à moins d'1 gramme de sel la portion. Si en revanche vous prenez du roquefort ou de la feta, vous êtes pratiquement à 1,5 g, 2 grammes de sel la portion, parce que ce sont des fromages très salés. Bon, vous avez la charcuterie. Le sel fait partie de la recette aussi, pour des raisons sanitaires, puisque quand il y a beaucoup de sel, ça freine la multiplication bactérienne. Donc, quand vous mangez 3 à 4 tranches de saucisson, c'est comme si vous avaliez 1 gramme de sel. Il y a à peu près 1 gramme de sel dans 3 tranches de saucisson. Donc, vous voyez que par les aliments, on a facilement... 3 à 4 grammes de sel sur les 6. Alors le reste, ça va être la pincée de sel. Une pincée de sel, c'est 1 gramme. Donc il ne faudrait pas dépasser 2 pincées de sel par jour
dans nos assiettes. Rajouter en plus de l'alimentation. C'est ça. Alors, le conseil pour éviter d'être dans l'excès, parce que vous avez des gens qui sont habitués à saler systématiquement. On leur apporte l'assiette, ils goûtent même pas, paf, paf, ils prennent la salière, et c'est parti, tac, 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 3 fois, 3 grammes de sel dans l'assiette. Ils font ça à midi, ils font ça le soir. Surtout sur les frites. Bon, donc... voilà, et puis vous en avez d'autres qui goûtent d'abord et qui ne salent, et ça c'est très bien, qui ne salent que s'ils trouvent que ça n'est pas assez salé. Mais vous savez, le problème en France, c'est qu'on a l'impression, c'est presque culturel, qu'on ne donne du goût à un plat qu'avec le sel et le poivre. Or, quand on regarde dans les pays exotiques, l'Asie, l'Inde, etc., ils mangent une quantité d'épices, le Maghreb, une quantité d'épices phénoménale. Et on ferait bien de copier ces gens-là. Il faudrait injecter beaucoup plus d'épices dans notre cuisine. Premièrement, ça permettrait de mettre moins de sel. Et deuxièmement, les épices sont des sources d'antioxydants extraordinaires. Plus on mange d'épices, plus on se protège de l'oxydation et donc du vieillissement cellulaire. Donc il faut mettre des épices partout dans la cuisine. J'entends par épices cumin, curry, gingembre, ginseng, origan, etc. Mais également les herbes aromatiques, le persil, le cerfeuil, le basilic, l'estragon. Il faut en avoir dans son jardin, il faut en mettre partout. Dans les salades, sur les plats, avant de les cuisiner, parce que sinon la cuisson détruit tout. Donc à la fin, dans l'assiette, on rajoute tout ça cru dans l'assiette. Également l'ail, l'oignon, l'échalote. Tout ça, il faut vraiment farcir nos recettes et nos salades et mettre beaucoup moins de sel. Alors Laurence Plumet, expliquez-nous pourquoi les hommes au régime maigrissent-ils plus rapidement que les femmes au régime? C'est une idée reçue ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai parce que les hommes ont une composition corporelle différente des femmes. Je ne vous apprends rien. Ils ont plus de muscles que les femmes. Donc, ils brûlent beaucoup plus de calories dans leur corps. Ils ont un métabolisme basal plus élevé que les femmes. Donc, quand on les met au régime, le différentiel calorique est beaucoup plus important. Comprenez? Et donc, ils maigrissent beaucoup plus vite. C'est pas parce que les hommes suivent plus scrupuleusement les régimes que les femmes. Oh non, parfois c'est même plutôt moins bien. D'ailleurs, vous expliquez que très peu de gens oui. suivent scrupuleusement les régimes. C'est un nombre, mais vraiment infime. Tout le monde bricole sa méthode, finalement. Oui, alors je pourrais répondre de plusieurs façons à ça. Quand on a peur, imaginons monsieur qui sort de sa consultation avec le médecin généraliste qui lui a dit la dernière prise de sang elle n'est pas brillante. Il y a un peu de diabète, le cholestérol est monté, la tension ça commence à monter. Il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment perdre 10 kilos là, on rigole plus. Là je peux vous assurer que monsieur, il va aller sur le premier régime le plus sévère possible pour perdre 3 kilos en 15 jours. Après on verra plus tard. Mais très souvent les gens sont dans l'optique de maigrir vite et beaucoup. Parce qu'ils ont le sentiment que c'est une punition, que c'est très pénible de se mettre au régime et que par conséquent, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, on se serre la ceinture, on serre les dents, et puis on regarde la balance. Et quand on a perdu ces 4 kilos, ouf, on relâche tout, on retourne au restaurant et on reprend tout, malheureusement. Bon. Donc, vous avez des gens qui les suivent très bien, ces régimes, parce qu'ils ont l'obsession que ce soit efficace très rapidement. Après, quand un régime est sévère, c'est pas suivable longtemps. Donc la gourmandise, elle reprend le dessus, puisqu'on a tous envie de se faire plaisir. Faut pas être maso, il faut être gourmand, on est tous gourmands. Donc au bout d'un moment, on craque. Et plus le régime est sévère, plus on craque vite. Et ça, c'est totalement humain. Voilà. C'est la raison pour laquelle un bon régime, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot régime, c'est une alimentation variée, équilibrée, dans laquelle on peut se permettre quelques écarts, à condition de les faire le matin ou au déjeuner et pas le soir, à condition de prévoir des compensations à côté. Si on craque à midi, on mange léger le soir, à condition de prévoir de l'activité physique à côté et à condition aussi de bien dormir, puisque le manque de sommeil fait grossir. Alors, Laurence Plumet, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi il y a une graisse du haut et une graisse du bas. Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces graisses? Alors, oui, c'est une très bonne question, qui montre bien d'ailleurs la complexité de l'organe qu'est le tissu adipeux. C'est un organe. C'est un organe. On considère que c'est un organe. C'est un organe. Comme au même titre que la peau, par exemple. Ou le foie, ou le cœur. Simplement, ce qui est compliqué avec le tissu adipeux, c'est que c'est un organe multiple. Il est réparti un peu partout dans le corps humain et avec des fonctions différentes. Quand il est au niveau des cuisses, c'est un gras qui est très entouré de fibrose, ce qui d'ailleurs provoque aux grandes dames de ces dames
très souvent l'aspect de cellulite et de peau d'orange. Et c'est une graisse qui est très sensible aux hormones sexuelles. Et cette graisse, elle est là chez les femmes parce qu'elle est censée être une réserve énergétique pour assumer la grossesse et lutter contre la famine pour permettre que la grossesse aille à son terme. C'est donc génétiquement prévu que la graisse féminine se développe beaucoup plus facilement au niveau des cuisses, qu'elle soit résistante à la restriction calorique, parce que c'est une graisse qui est censée protéger la femme de la famine pour lui permettre d'assumer ses grossesses jusqu'au bout. Alors quand vous dites résistante à la restriction calorique, ça veut dire que les régimes, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on pense, ont très peu d'effet sur la cellulite. Tout à fait, tout à fait. La cellulite est surtout sensible aux actions mécaniques, au massage, au drainage lymphatique, voilà, c'est surtout ça, à des actions mécaniques. Mais quand une femme fait un régime, bien sûr, elle va perdre un peu de cuisse, mais elle va surtout perdre du ventre. La graisse du ventre et surtout la graisse profonde est sensible à la restriction calorique et à l'activité physique, alors que la graisse des cuisses l'est assez peu. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors la graisse du haut maintenant, Laurence Plumet. Alors la graisse du haut, alors on va traiter tout le haut. Il y a la graisse des seins, il y a la graisse du ventre, et dans la graisse du ventre, il y a la graisse profonde et la graisse superficielle. Alors les seins, n'en déplaise à ces messieurs, mais une glande mammaire, un sein, c'est de la glande entourée de graisse, parce que cette graisse va permettre aux cellules des canaux lactés de fabriquer le lait lors de l'allaitement. Donc dans les seins, il y a toujours du gras. Et d'ailleurs, quand une femme maigrit, et nous particulièrement dans le service de chirurgie bariatrique, quand elles perdent 40 kilos, elles le disent bien, moi j'ai plus de seins, j'ai des gants à la place. Mais oui, et très souvent elles sont obligées de se refaire faire une poitrine parce qu'elles ont perdu tout le gras de leur poitrine. Donc il faut garder ce gras au niveau des seins, c'est beau, et ce gras est utile. Maintenant voyons le gras au niveau du ventre. Il y a deux types de gras. Il y a le gras superficiel du bourrelet qui est un gentil gras, qui est un gras qui n'a aucun effet négatif sur la santé, qui est très utile. C'est une réserve de calories. Il fabrique un peu d'estrogène, ce qui n'est pas plus mal pour les femmes ménopausées. Il stocke les polluants, parce que ça, c'est important à savoir. Mais tous les jours, on mange des additifs et des cochonneries. Et en général, ces molécules sont solubles dans le gras. Eh bien, le gras du petit bourrelet va les stocker, plutôt que de les laisser en circulation libre dans le sang avec un effet toxique potentiel pour nos cellules. Donc c'est bien d'avoir un petit bourrelet, c'est une excellente chose. En revanche, il y a le gras profond, qui est un gras qui entoure les viscères. C'est un mauvais gras. C'est un mauvais gras qui est très sensible au régime, heureusement, mais dont l'excédent favorise l'apparition du diabète, du cholestérol, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Alors comment on fait la différence ? Chez l'homme, très souvent, ce mauvais gras qui est très sensible à la testostérone, et c'est pour ça qu'il se développe facilement chez les hommes qui sont en excédent d'apport calorique et qui ne bougent pas assez, ils prennent du ventre, et c'est un ventre qui est plutôt dur, parce que la graisse qui est au fond, elle repousse les abdominaux. Donc quand vous tapez, vous sentez les abdominaux, et donc, derrière se trouve la graisse. C'est pas un bon signe, ceux qui vous disent, t'as vu, j'ai le ventre dur. Ouais, c'est pas un bon signe. Non, un gros ventre dur, c'est pas bon signe. Ouais, c'est ça, il faut absolument, il y a trop de graisse profonde. Là, il faut absolument recontrôler l'alimentation, activité physique, et ça va fondre. Par contre, le bourrelet qui d'ailleurs est plutôt une graisse féminine. Les femmes commencent d'abord par le bourrelet, et donc le bourrelet il se pince, il est mou, c'est de la graisse molle qui se pince entre les doigts. Bon, cette graisse molle, en revanche, comme elle est utile, eh bien elle est assez peu sensible à la restriction calorique. J'ai par exemple, je suis de nombreux patients qui font beaucoup de sport, voyez. Bon, ils ont un ventre nickel, il n'y a plus de graisse profonde. Par contre, il reste le petit bourrelet. Alors que ce sont des gens qui font 1h30 de sport tous les jours. Mais il leur reste ce petit bourrelet. Et même le fait de faire des abdos, tout ça, ça ne vient pas à bout de ce petit bourrelet. Ah, non, mais qui est plutôt un bon signe, parce que les gens qui sont trop secs tout à fait. Peuvent être sensibles plus facilement à la maladie. Ah mais absolument. Et vous savez que le manque de graisse est aussi mauvais que l'excès de graisse. Ces gens-là sont prédisposés au diabète et à des tas d'autres maladies quand ils n'ont pas assez de graisse. Alors, bien sûr, les sportifs vont hurler en disant « Mais moi, je fais beaucoup de muscu, j'ai 3 à 4%. » Alors, justement, dans les repères de graisse, il faut savoir que chez une femme, il est tout à fait normal d'avoir 20 à 25% du poids du corps sous forme de graisse. Et cette graisse est harmonieusement répartie un peu partout, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine.
20 à 25% du poids du corps. Ça, c'est tout à fait normal. Et quand une personne est obèse, elle est à 40, 50% du poids de son corps. Et chez l'homme, c'est quoi la différence? Et chez l'homme, on est plutôt à 15-20% du poids du corps sous forme de gras, parce que le reste, c'est du muscle. Les hommes sont naturellement plus musclés que les femmes. Donc, on est à 15-20%. Par contre, quand vous avez des sportifs qui se réclament d'un corps sec, comme on dit, sec, ils font de la sèche, il n'y a plus un poil de graisse et de sucre dans leur alimentation, vous voyez que les muscles, les tablettes de chocolat, etc. Ils sont à 3, 4, 5% de masse grasse, vous voyez ? Voilà. Bon, alors, ils peuvent se dire en bonne santé parce qu'ils font beaucoup de sport et qu'ils ont une alimentation saine par ailleurs, mais à un moment donné, ce sont des entraînements tellement intenses que ça ne peut pas durer toute une vie. Donc, quand ils vont diminuer cet entraînement, ils vont forcément prendre un peu de gras. Le gras va revenir, mais il ne faut pas s'en inquiéter tant qu'il reste superficiel avec le petit bourrelet. Par contre, si le ventre commence à devenir dur et que l'excès de graisse abdominale se développe, ça, attention. D'ailleurs, je rappelle, Laurence Plumet, que vous avez publié, et c'est passionnant pour ceux que ça intéresse, Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Laurence Plumet. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis regarder la vidéo, la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.